Les classiques d'animation Disney sont une playlist de 61 films d'animation que l'on peut retracer jusqu'à Blanche-Neige en 1937. Un peu comme vous pouvez retracer le bouton s'abonner sous la vidéo pour être sûr de ne jamais manquer du nouveau contenu sur cette chaîne. Il est de notoriété publique que Disney, armé de ses classiques, est le roi incontesté de l'animation, créant plus de contenu original de plus en plus incroyable au fil des décennies. Il existe énormément de listes ayant toutes des critères différents pour juger qu'est-ce qui est un réel classique d'animation, mais chez les fans, il est plus ou moins accepté que cette notion s'applique à tous les longs métrages d'animation produits par la division principale des studios d'animation Disney. Ça veut dire les films qui sont sortis en salle, qui n'ont pas été produits par une branche secondaire, donc on exclut tout ce qui est Pixar et suite. Ces films sont aujourd'hui fortement considérés comme le meilleur de leur catégorie, mais il existe une période entre 1995 et 2007 où Disney semblait battre de l'aile. Mais dans tout ce temps, il existe un film produit par le studio, un film qui fut une des dernières lueurs d'espoir, et ce film, c'est Tarzan. Salutations et bienvenue à Faits et Fiction, l'émission où on analyse la culture. Aujourd'hui, nous regarderons Tarzan, nous parlerons de ses points forts et nous analyserons comment et pourquoi il est peut-être le film qui a sauvé Walt Disney de la noyade. Connu sous le nom de The Walt Disney Company, Walt Disney Pictures ou simplement Disney, est sans contredit un des studios les plus lucratifs de tous les temps. Mais savez-vous que cette compagnie possède un âge noir, une parcelle de son histoire qu'ils veulent bien oublier? Si vous avez vu notre vidéo sur la planète au trésor, vous savez qu'après le Roi Lion, les choses n'allaient pas très bien chez Disney. Mais ce que je ne mentionne pas explicitement dans cette vidéo, c'est qu'il existe un film qui a su tirer Disney vers le haut dans une époque où est-ce qu'ils en avaient bien besoin. Et ce film, c'est Tarzan. Tarzan sort en 1999. Il suit donc Pocahontas et Le Bossu de Notre-Dame. Deux films qui sont relativement bien reçus, mais le fond des œuvres ne plaît pas forcément au grand public et les critiques sont moyennes. Parallèlement, la production de The Emperor's New Groove mettant en vedette Kuzco est une vraie catastrophe qui fait que le film est réécrit plusieurs fois, laissant derrière le classique côté Disney avec des chansons, de l'aventure et de l'épique pour se concentrer sur une simple petite comédie, au passage laissant à moitié derrière l'idée d'adapter le roman de Mark Twain, Le Prince et le Pauvre. Si jamais une vidéo sur la production catastrophique de Kuzco vous intéresse, mentionnez-le en commentaire et encore une fois, abonnez-vous, ça fait du bien. Dans le futur de Disney après Tarzan, on a donc Atlantis qui ramasse à peine assez d'argent pour ne pas être considéré comme un énorme flop et La Planète au Trésor qui se ramasse lamentablement, pour les raisons évoquées dans la dernière vidéo. Cette vidéo dont je parle depuis tout à l'heure, c'est une théorie du complot qui parle de Walt Disney. Je sais plus quoi faire pour vous faire plaisir après ça. Ensuite, on a des trucs comme Brother Bear, La Ferme se rebelle ou Lilo et Stitch qui est très bien, mais qui ne suffiront pas à tirer Disney du bordel dans lequel ils se sont foutus. Et au milieu de tout ça, on a Tarzan qui rapportera au studio 448,2 millions de dollars pour un budget de 130 millions, étant donc le film le mieux reçu du studio depuis Le Roi Lion 5 ans plus tôt. Et au vu de ce qui se passait chez Disney à l'époque, on est en droit de se demander comment ça se fait que ça a marché. Et ce sera notre sujet pour aujourd'hui. Voici le secret derrière l'aberration qu'est le succès de Tarzan. Tarzan n'aurait pas dû marcher. Je crois que Tarzan aurait dû se ramasser au box-office comme La Planète au Trésor pour les mêmes raisons. À savoir Disney eux-mêmes. Les studios Disney ont deux facettes totalement opposées, tu parles d'un revirement. Premièrement, par le grand public, c'est le symbole de l'imagination et de l'expérimentation, à donner vie à des contes de fées vieux de plus d'un siècle et rejoignant le spectateur jusque dans ses recoins les plus enfantins. Mais artistiquement parlant, Disney, c'est surtout la sécurité, c'est l'absence de prise de risque et c'est la répétition de formules qui ont marché par le passé jusqu'à l'épuisement. On parle d'un studio qui, leur idée de l'innovation aujourd'hui, c'est de refaire leurs classiques en live action ou en un autre style d'animation. Non, sérieusement, les classiques d'animation Disney refaits en live action, c'est du foutage de gueule. Et le problème ici n'est pas l'absence de nouvelles idées, mais bien le refus de nouvelles idées. En 99, si le public a su montrer quelque chose, c'est que les formules classiques de chez Disney, ça ne marchait juste plus. Prendre des classiques de la littérature et ou de vrais événements historiques, les habiller avec de belles chansons, des chorégraphies et des couleurs extra-diégétiques, c'est quelque chose qui ne rejoignait plus le grand public. Alors quand on sait que Tarzan est un personnage de roman ayant évolué entre 1912 et 1966, on voyait la catastrophe arriver par la production chez Disney. À la réalisation, on a Kevin Lima, qui certes travaillait sur Aladdin, mais aussi Chris Buck, qui sort fraîchement de Pocahontas. Et sans dire que ces films sont oui ou non des gages de leur talent en tant qu'artistes, on se rend compte de quelque chose, ce ne sont pas des étrangers à la formule Disney. Ils la connaissent et la maîtrisent, mais on a déjà établi que cette formule ne marchait pas dans la seconde moitié des années 90. Et donc, vous l'aurez compris, Tarzan, ça regarde mal. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé? Le changement et l'innovation. C'est tout simplement ça. Tarzan, c'est une des rares et seules fois où Disney a su ne pas faire dans la démesure et aborder le projet de façon différente. On ne fait pas exactement ce qu'on a fait avant, mais on ne change pas drastiquement la formule. Chez Disney, en généralement, on aime quoi? On aime l'épique, l'amour, l'aventure, l'accomplissement de soi, et c'est parfait. Dans Tarzan, on a tout ça. Mais c'est fini les chansons interprétées directement par les personnages. Ici, on décide d'engager Phil Collins pour créer une bande audio originale pour le film qu'il interprétera lui-même. Dit comme ça, c'est pas forcément impressionnant, mais si Phil Collins interprète les morceaux lui-même, c'est la première fois dans l'histoire de Disney qu'en écoutant la bande audio d'un film, on a réellement le sentiment d'écouter un album. Sans dire que Tarzan possède la meilleure chanson de l'histoire de Disney, je pense qu'il possède réellement la meilleure bande audio. Cette bande audio est cohérente à l'histoire, mais elle en est aussi dissociable. On peut profiter de la soundtrack de Tarzan sans forcément profiter du film. Quelque chose de beaucoup plus difficile avec par exemple Mulan ou Le Roi Lion. Pour ce qui est de l'accomplissement de soi, le film va beaucoup plus loin que les classiques précédents. En effet, Tarzan ose demander au spectateur qu'est-ce que ça veut dire d'être humain? Est-ce que ça vient de la génétique? Est-ce que ça vient de la société? Est-ce que ça vient du fait de rentrer dans le moule? Ou est-ce que par-dessus le fait d'avoir rapport avec ce qu'on est, être humain, ça a rapport avec qui on est? Et surtout, une fois maîtrisé, quel genre d'être humain voulez-vous être? Qu'est-ce que tu attends, moi? Sois un homme! Pas un homme comme toi! Finalement, même si la romance entre Tarzan et Jane est certes très bien développée, le vrai attrait émotionnel du film, c'est par rapport à Tarzan lui-même et surtout par rapport à sa famille. La peur de ne pas être accepté, le désir de prouver sa valeur à une figure paternelle stoïque et surtout la quête identitaire allumée par la réalisation que l'on n'est pas qui on croyait foncièrement être. Cet homme, protagoniste d'un film d'animation pour enfants, vit ni plus ni moins qu'une crise existentielle. Les procédés narratifs. Au lieu de nous intéresser à quelle histoire nous est ici racontée, renversons la question et demandons-nous comment raconte-t-on une histoire? Il existe à peu près autant de réponses à cette question que d'histoires narratives elles-mêmes. Mais chez Disney, soyons honnêtes, comme on s'adresse souvent à un public plus jeune, la subtilité et le second degré prennent très souvent le bord. Oui, les films comme Le Roi Lion ou même La Planète au Trésor ont de forts moments de symbolisme qui volent au-dessus de la tête des jeunes de l'audience. Mais dans Tarzan, le film complet prend le pari de se concentrer sur ce genre de procédé. Et ça paye. Non seulement le film possède de très forts moments de symbolisme, mais comme tous les efforts ont été mis sur ces moments, il porte l'histoire parfaitement. Par exemple, examinons la scène d'ouverture. On voit un couple s'échapper d'un bateau en feu avec leur nourrisson coupé avec un couple de gorilles s'occupant de leurs petits. Les humains trouvent un arbre et s'y installent pendant qu'un autre arbre abrite la famille de gorilles, exposant que, pour la famille humaine, la jungle sera leur maison, le tout entrecoupé de magnifiques transitions indiquant que les deux histoires se superposent. Les humains s'établissent dans l'arbre et y établissent un campement, mais un léopard apparaît à l'image, un œil dans le soleil, un autre œil dans la lune. Le léopard étant le prédateur naturel des gorilles, on comprend qu'un danger plane autant sur le couple humain que sur le couple de singes. Le petit gorille s'échappe et il se dirige vers un côté de l'écran, pendant que Sabor le léopard se dirige vers l'autre côté. On comprend ce qu'il est sur le point de se produire. Les gorilles viennent de perdre leur petit aux dents de Sabor le léopard. Kala est dévastée jusqu'à ce qu'elle entende les pleurs d'un enfant et qu'on arrive à la maison des parents de Tarzan. On voit le corps inanimé des parents du héros avec des taches de sang par terre. La scène est juste assez soft pour ne pas choquer et juste assez crue pour que l'on comprenne la violence de ce qui vient d'avoir lieu. Kala trouve un bébé Tarzan caché de l'animal par ses parents. Les gorilles ayant perdu un enfant et l'enfant ayant perdu ses parents, le lien entre Kala et Tarzan est déjà établi. Ensuite, Kala sauve Tarzan des griffes de Sabor et le ramène à son arbre, comptant bien l'adopter. Cette séquence dure en tout et partout un peu moins de 7 minutes, mais ce qui la rend particulière, c'est que l'on comprend la totalité de l'histoire de Tarzan et Kala dans une séquence où absolument aucune ligne de dialogue n'est échangée. Ce qui est une preuve d'écriture compétente. L'exposition sans dialogue est un défi que tout cinéaste se doit de réaliser. Et quand c'est bien fait, ça donne Tarzan. Quand c'est mal fait, ça donne des trucs comme Suicide Squad. Et plus tard, le fil de cette narration visuelle revient, surtout pendant une des chansons du film où on voit Tarzan essayer de mimiquer le comportement de plusieurs animaux de la jungle pour comprendre
à quelle espèce il appartient. Mais surtout, au fil du temps, on le voit apprendre et aussi évoluer. Ici, on comprend que Tarzan grandit, mais ça, on le rattache au langage visuel. On est chez Disney, tout ce qui est visuel est généralement dans un bon tiers, c'est un fait. Dans Tarzan, ce qui est impressionnant, c'est surtout les éléments naturels en background, comme le gigantisme des arbres, le dynamisme de l'eau, la lourdeur des nuages et tout ce qu'il y a autour. J'aime beaucoup cette scène dans la chanson Enfant de l'homme où est-ce qu'on voit Tarzan tirer profit de ses compétences humaines pour bâtir des outils et affronter les dangers de la jungle. Suivi de ce plan où Tarzan est projeté en l'air pour se morpher en sa forme adulte, ici montrant qu'il a su faire de la jungle sa réelle maison. Toutes les scènes avec Tarzan adulte durant cette chanson peuvent être retracées à une scène du Tarzan enfant, montrant comment il a su maîtriser les dangers et difficultés de la jungle. Montrant, oui, Tarzan comme une personne très compétente, mais aussi montrant qu'il n'appartient à aucun groupe connu. Mais ce manque d'appartenance n'est pas forcément mauvais. La chanson commence avec un Tarzan qui traîne les pieds derrière la meute de gorilles pour ensuite la surpasser et avancer plus vite que sa famille, exposant son plein potentiel. Tout ça, encore une fois, sans une seule ligne de dialogue. C'est impressionnant. On parle même d'un film qui a développé une nouvelle technologie pour raconter l'histoire de manière plus efficace. À savoir ici le Deep Canvas, j'en ai déjà parlé dans une autre vidéo, mais pour la faire courte, c'est construire un décor artificiel par ordinateur et y faire se promener l'œil d'un spectateur comme une vraie caméra. On dessine ensuite le personnage se promenant dans ce décor et ça donne ce genre de résultat. Sachant que le film tire énormément profit de ces scènes de voltige entre les lianes et les arbres, ça prouve que c'est un projet porté par la passion et le travail acharné, mais surtout que c'est un projet qui a osé essayer quelque chose. La prise de risque. En gros, Tarzan a simplement été fonceur et a montré de l'initiative. C'est pas plus compliqué que ça. On dit souvent que la mort de Mufasa est marquante parce que dans les autres Disney, on ne vous montre pas le corps des défunts. Ce qui d'une certaine façon est vrai. Mais dans Tarzan, tiens, voilà les traces de sang par terre. Ça, c'est sans parler du combat entre Tarzan et Sabor où les coups de griffes et de lance laissent de réelles traces aux adversaires. Et si on veut vraiment parler de choquant, il suffit de regarder la mort de Clayton, l'antagoniste du film. Clayton qui, à cause de sa cupidité et de sa colère, finira involontairement par se briser le cou avec des lianes. Je vais pas dire le vrai mot ici parce que bot YouTube va me défoncer, mais vous savez de quoi je parle. Et au final, c'est pour ça que Tarzan a marché. C'est un film qui a su prendre des risques de manière générale. Encore une fois, on est dans une époque où Disney cherchait quelque chose de différent à mettre à l'écran, et le grand public semblait plus que d'accord avec cette nouvelle idée. Au final, les changements chez Disney, c'est quelque chose que les gens de mon âge, dans la vingtaine, ont vu de leurs propres yeux, passant par exemple de Aladdin à la Reine des Neiges. Et il y a plusieurs écoles de pensée. Il y a les gens qui pensent que Disney c'était beaucoup mieux avant avec l'animation traditionnelle et qui sont très excités de voir Disney revenir à ses sources. Et il y a ceux qui pensent que le CGI est la forme d'art supérieure de par sa proximité avec le live action. Et au milieu, il y a les gens comme moi qui pensent que l'art est un concept expérimental. S'il est justifiable pour un peintre d'utiliser de l'aquarelle et de la gouache sur le même tableau, il est tout à fait justifiable pour un cinéaste d'utiliser plusieurs méthodes d'animation dans le même long métrage. De mélanger les médiums et les formes d'art, ce qui permet au film d'atteindre un résultat très original qui le rend intemporel. Et pour moi, rien ne représente mieux ce concept que le cinéma d'animation de la fin des années 90 et du début des années 2000. Atlantis, Spirit, Lilo et Stitch, La planète au trésor, Tarzan et même Mon frère l'ours sont des films qui prouvent qu'entre 99 et 2005 environ, les studios d'animation avaient trouvé quelque chose d'intéressant à exploiter, mais qu'ils ont malheureusement stoppé pour une tierce raison. Mais cette histoire, vous la connaissez déjà. Sur ce, mesdames et messieurs, soyez sûrs de laisser en commentaire quel thème vous aimeriez me voir traiter dans une future vidéo, et tant qu'à être là, pourquoi ne pas vous abonner et activer la cloche au passage? Vous pouvez cliquer juste ici pour voir notre dernière vidéo, ou cliquer juste là pour voir qu'est-ce qui a réellement tué l'animation 2D. Ensuite, soyez sûrs de partager cette vidéo avec tous vos amis, et je vous verrai la prochaine fois pour de plus amples explorations de notre omnivore.